Soyez tous les bienvenus sur Entre là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe encore cependant des espaces sans limite. Une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens. C'est cette richesse-là, cette immensité-là, que j'ai envie avec vous de révéler et de partager. Quand on intervient, on arrive à avoir plus de fruits qu'on laisse en faire la nature. On laisse faire la flore ici, c'est des arbres. Et il n'y a plus de nature avec des prés, des choses comme ça. C'est des arbres avec quelques animaux de la forêt, mais c'est 15 arbres à peu près à l'hectare d'espèces, c'est la diversité qui s'érode, qui disparaît. Donc l'humain a favorisé et l'humain favorise des choses. Donc c'est toujours un peu ça, c'est toujours entre ces deux pôles où on n'intervient pas du tout et pourquoi pas, et on intervient trop et ça va pas. Donc c'est à chacun de faire sa leçon. Donc s'il y a autonomie, c'est une autonomie à chacun la sienne. Alors que la 6e extinction de masse de la biodiversité est en cours, que plus de 320 espèces de vertébrés terrestres ont totalement disparu de la surface du globe, que des milliers d'autres sont menacées, j'ai eu envie de savoir dans quelle situation étaient les végétaux, qui sont d'ailleurs pour beaucoup de vertébrés leur source de nourriture et d'abri. Et comment il conviendra d'agir avec eux. Les préserver du mieux qu'on peut, les aider à s'adapter, faire autrement. Pour répondre à cette question, j'interroge dans cet épisode Dominique Brochet. Dominique est botaniste, pépiniériste, spécialiste de plantes alpines. Quand j'étais enfant, il m'a fait découvrir en montagne, à ces altitudes où plus aucun arbre ne pousse, ces saxifrages, ces véronicas et autres fleurs minuscules qui poussent entre les pierres et semblent sortir de nulle part, alimentées par une source invisible à l'œil nu. Ces petites plantes semblaient tellement rares et fragiles. Comment étaient-elles arrivées si haut ? De quoi vivaient-elles ? Aller à leur rencontre nous donnait l'élan de poursuivre l'effort jusqu'au sommet. Le règne végétal est étonnant, car si les plantes ne se meuvent pas d'elles-mêmes, elles voyagent et se déplacent autrement. Ainsi, les conifères sont montés en altitude quand les arbres à feuilles caduques se sont multipliés tellement qu'ils n'avaient plus de place en plaine. Nos déplacements et nos interventions humaines, conscientes ou pas, ont accéléré le phénomène pour le meilleur et pour le pire. Le réchauffement climatique s'amplifiant, faut-il préserver au maximum les plantes qui ont peuplé les jardins, les prairies et les bois de nos grands-parents ? Alors que Gilles Clément préfaçait le livre de Dominique consacré aux plantes indigènes en affirmant que les plantes indigènes n'existaient pas, une toute autre question s'est posée. Cette préservation à tout prix a-t-elle un sens ? Il ne s'agit pas du tout de nier l'impact qui peut être très négatif de l'action humaine sur la nature, mais de porter un autre regard pour agir autrement. De faire un pas de côté, comme l'épisode 22 vous le proposait. Les migrations sont l'eau de tout organisme, êtres et populations vivantes. Les races furent notre norme, parce que ces groupes restaient entre eux. Maintenant que tout bouge plus vite, les végétaux s'hybrident plus vite également. La situation est très différente selon les régions du monde. Il y a celles où les populations locales ont été préservées grâce aux barrages naturels, comme dans les îles ou en Afrique du Sud. Il y a celles où des milliers de plantes de toutes sortes ont été importées depuis des siècles, et où la notion d'espèce endémique a peu de sens, mais où il s'agit plutôt de protéger flore et faune d'une trop forte standardisation et d'un trop-plein d'artificialisation. Il y a des régions, en Afrique centrale, au Brésil par exemple, qui souffrent autrement plus du réchauffement climatique ou de la déforestation. Et c'est un tout autre problème. Plutôt que d'apporter une énième théorie, Dominique Brochet partage le regard concret d'un amoureux des jardins qui les a beaucoup pratiqués, depuis sa région natale en Champagne, près de Reims et des vignes, jusque dans les Alpes, où il a fait un grand tour de savoir, entre autres. C'est à partir de ce regard localisé qu'il s'exprime pour nous inviter à renouer avec le végétal, à observer et à pratiquer, à jardiner, à échanger des graines, à partager encore. Cher auditeur, cet épisode est pour toi. Entre là!
Bonjour Dominique, je te remercie d'avoir accepté cette conversation ensemble. Oui. Tu es pépiniériste, botaniste, spécialiste de plantes alpines. Mm-hmm. C'est autre chose que tu veux dire aussi. Alors, je me qualifie, et il y a maintenant une formation qui donne ce terme-là, c'est jardinier botaniste. Donc, un peu à cheval sur deux montures, un peu comme Bénure, sur la botanique qui est quand même quelque chose qui touche aux plantes, évidemment, au monde du végétal, donc c'est large, et le pépiniériste qui n'est qu'une option finalement du botaniste, donc je suis ou botaniste option pépinière, voilà, on pourrait mettre comme ça, oui. Et déjà, du coup, un homme de lien et de pont. Oui. D'autant plus, je suis fils de vigneron, donc là aussi, il y a de la botanique, mais je n'ai pas voulu rester dans cette branche juste de la viticulture. Elle me semblait un petit peu courte. Donc, effectivement, j'aurais pu être forestier aussi, j'aurais pu être berger, enfin, tout ce qui est un peu dans la nature et lié aux plantes. Mais j'aime bien les animaux, mais je les connais, moi. On va parler que de plantes, de toute façon, aujourd'hui, je crois. On va parler ensemble aujourd'hui de notre lien avec le monde végétal. Comment est-ce qu'on coévolue avec le végétal ? Ou qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de la biodiversité ? Est-ce qu'on la protège ? Comment est-ce qu'on la développe ou pas au moment où on vit d'importants dérèglements climatiques qui ont des influences aussi importantes sur le végétal ? Et puis, quel est notre lien avec le monde végétal qui a, sans qu'on s'en rende toujours compte, une influence certaine sur nous, sur notre mode de vie, sur notre bonheur ou pas ? Oui, alors l'humain est arrivé à un moment donné, on l'a qualifié d'humain, mais moi je me trouve un peu du monde animal, justement opposé au monde végétal, ça ne s'oppose pas parce qu'il y a une frontière qui est ténue à un moment donné entre l'amibe qui est végétal ou l'amibe qui est animal. Donc globalement, effectivement, on a tous besoin les uns des autres, c'est sûr. Moi, c'est plus le végétal et plus le végétal du jardin. Étant jardinier, c'est dans mon jardin que je me suis peut-être penché un peu plus sur la nature, en disant que le jardin, quand on ouvre la porte, derrière, il y a la nature. Et quelle différence il y a ? Alors, étant, par exemple, fils de vigneron, nous, quand on ouvrait notre porte de jardin, il n'y avait que des vignes. Donc, en fait, la nature, c'était que des vignes. Sauf que dans les vignes, on s'est aperçu, surtout dans les années 60-70, qu'il n'y avait plus beaucoup de nature. C'est peut-être plus 70-80 d'ailleurs, parce qu'effectivement, on mettait tout sur un produit qui était rentable économiquement, qui est connu mondialement, et donc c'était a priori intéressant. Le Crédit Agricole y trouvait son compte, les élus aussi, le tourisme un petit peu plus maintenant, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Mais voilà, tout le monde y trouvait son compte, sauf que on ne trouvait plus les petites pâquerettes, les choses, enfin différentes choses qu'on ne trouvait plus. Et donc, il y avait une espèce de fondé ou de bien fondé de choses qui sont intéressantes par le champagne, mais qui ne le sont plus au niveau de ce qu'on appelle la diversité et qui maintenant est flagrant. 30 ans après, tous ces vignerons qui ont mis des produits ou dont les fils ont mis des produits ont un petit peu arrêté ces choses-là parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était à très court terme. Quand on a un peu l'argent en ligne de mire, l'argent, ça n'existe pas. C'est du papier avec des choses dessus. Or, c'est effectivement des richesses qu'on doit avoir. La richesse économique n'est pas inintéressante, mais la richesse d'une diversité est évidemment plus intéressante, mais à long terme. Donc, c'est ce long terme, moi, qui m'intéresse plus que les fractures aussi, ou les frontières surtout, entre le monde du jardin, le monde du vignoble, entre celui qui fait son vin et celui qui le consomme. Tout ça est évidemment intéressant et existe depuis toujours, mais c'est toujours effectivement un peu les liens entre les deux qui sont intéressants. Celui qui fait son vin, qui commence à s'intéresser au vin, il va le faire mieux, surtout s'il en fait petite dose, et puis celui qui le consomme, il va essayer de consommer du vin, puis peut-être essayer de faire son vin ou essayer de faire son fromage, et la relation client-producteur est intéressante, mais il faut éclater un peu ça, que chacun essaye de tirer un lien vers l'autre. Donc, c'est un peu l'objet de certains de mes bouquins, enfin l'objet, peut-être pas l'objet, mais en tout cas, derrière, il y a un peu ça, il y a d'éclater un peu les frontières un peu entre les gens. Ouais. Alors, quel regard tu portes sur la biodiversité ? Tu nous as parlé de ces endroits où il n'y avait que des vignes ou que du jardin et de la pelouse, par exemple. Alors, si nos pratiques érodent la biodiversité, est-ce que quand elle change, on arrive à la restaurer ? Qu'est-ce qui se passe ? Alors, ouais, on est bientôt 8 milliards. Il y a un vrai souci, effectivement. On doit quand même avoir un objectif commun. Alors, soit dans une région, soit dans un groupe, soit sur un syndicat, une corporation, soit c'est des normes d'appellation. C'est lié d'ailleurs à des climats. Les religions peuvent avoir lieu dans un endroit et pas dans l'autre. On peut interdire l'alcool et l'obliger. Enfin, donc, ça veut dire que autant de jardins, autant de climats, peut-être pas, mais il y a quand même des grands milieux
qui vont se déterminer en milieu un peu plus court, un peu plus étroit. Donc ici, on est un endroit administrativement qui est rigolo parce qu'on est à la frontière de 3 régions et maintenant les régions sont énormes en France. La région Île-de-France, la région Hauts-de-France et la région Champagne, enfin c'est pas Champagne-Ardenne, Grand Est, donc en gros entre Strasbourg, Lille et Paris. Et donc oui, c'est intéressant de fédérer parce que pour l'Europe c'est le bon niveau, mais pour l'écologie c'est pas du tout le bon niveau. Moi quand je me sens, quand on me dit de quelle région vous êtes, le Grand Est me va assez bien au niveau climatique. À partir de Reims, on trouve des contextes climatiques qui sont un tout petit peu plus continentales, donc un peu plus froid l'hiver, un petit peu plus chaud l'été. Tout ça est peut-être contesté, mais globalement, on a des amplitudes thermiques et hygrométriques qui sont plus fortes. Et donc, jusqu'à Strasbourg, on a une cohérence qui va arriver sur la forêt, sur les vignobles, sur l'élevage de telle vache ou telle chèvre et pas de telle autre culture. Donc, c'est intéressant d'avoir ces grandes régions. Donc, globalement, je ne conteste pas les frontières, mais quelquefois, on se trompe dans ces groupes ou dans ces frontières en disant, voilà, je pense par exemple à des plantes protégées qui vont être des plantes protégées au niveau français, mais pas au niveau européen. Alors, elle va être très abondante en Italie, mais elle est quasiment en bout de route chez nous, parce qu'au niveau climatique, elle n'a pas été plus loin. Elle est protégée chez nous et très visible, on la rencontre assez facilement en Italie. Quel intérêt d'aller oui, c'est intéressant, mais c'est un peu étrange. On a des plantes qui sont donc en Champagne, par exemple, on a un géranium alors un vrai géranium qui est protégé et qu'on va trouver beaucoup dans le Jura. Donc, on n'a absolument pas le droit de le cultiver chez nous. Et c'est ce qui est étrange, c'est que cette plante-là, du coup, avec cette protection qu'on a sur elle, une interdiction, on ne permet pas de la développer, alors que si le réchauffement climatique la favorise, pourquoi pas la développer. Mais on a des normes, des décrets, des lois qui sont historiquement fondées, sauf que le réchauffement climatique, par exemple, nous impose actuellement de revoir tout ça très très vite, parce que le réchauffement nous impose de laisser venir peut-être des Méditerranéens plus facilement, et peut-être de laisser mourir celle de l'étage alpin. Et ça me dérange beaucoup parce que je suis fan de plantes alpines, mais la plupart de ces plantes sont condamnées. C'est plus la peine, c'est trop tard. Dans le mot écologie ou dans le terme écologie, il y a pragmatisme aussi. C'est pas la peine de se battre contre des choses qui ne servent à rien ou qui sont perdues. Alors voilà, les plantes alpines par exemple, effectivement, celles qui poussent au-delà de 3000 mètres, elles n'auront pas le temps d'avoir des cailloux. La neige va fondre, les cailloux d'ailleurs vont apparaître de plus en plus secs, et on va se trouver avec des milieux qui sont des milieux, comme les montagnes méditerranéennes, beaucoup plus sèches. Et donc, aller protéger des plantes alpines, voilà, toutes ces normes, ces lois, ces décrets sont pas pour le jardinier qui est forcément un petit peu révolutionnaire, qui est un peu anarchiste. Elles sont pas bonnes. Donc, il faudrait que chaque jardinier, l'exemple du jardin est un endroit magnifique puisque c'est un endroit où on a le droit de faire ce qu'on veut, notamment d'utiliser les désherbants qu'on veut, ou presque, c'est en train d'évoluer un peu, de faire n'importe quoi. Alors qu'en dessous, au-dessus, ça ne vous appartient pas, aussi bien l'air que l'eau. Donc voilà, tout est contestable et pour autant, à chacun de faire son expérience. C'est un peu ça, moi, mon truc, de faire son expérience dans son jardin. Et quand on n'a pas de jardin, évidemment, de s'agripper à des gens qui en ont et de pratiquer le jardinage plus que pratiquer la langue de l'écologie ou de choses comme ça. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi il y a des plantes qui sont protégées ? Tu m'as parlé de liste noire, de liste rouge. En fait, ces plantes, elles ont été protégées pour qu'elles disparaissent pas trop vite ou pour qu'on ne mette pas n'importe quoi n'importe où ? Oui, c'est ça. Les listes rouges concernent des plantes qui ont une grande valeur qu'on qualifie de patrimoniale. On a certainement des plantes qui sont très peu visibles et qui peuvent peut-être aussi être très rares. Bon, en général, d'ailleurs, ces plantes, elles ne sont pas forcément d'intérêt, horticole ou esthétique importante. Il y a aussi des plantes qui sont rares parce que, encore une fois, le réchauffement climatique fait que. Le réchauffement climatique, c'est un effet, effectivement, des humains. C'est évidemment nous qui sommes responsables, mais de toute façon, notre démographie sur certaines régions de la planète font que, de toute façon, même si on faisait au mieux, on est devenu très nombreux et importants par nos impacts. Donc globalement, oui, il y a les listes rouges qui sont des listes de plantes protégées parce qu'elles sont devenues rares, et celles qui sont emblématiques sont les plus belles, ou ont été effectivement arrachées par des amateurs, par des jardiniers. On dit souvent des pépiniéristes que c'est des gens qui vont arracher les plantes dans les jardins pour les revendre le lendemain sur les marchés. C'est un petit peu éculé. Je pense que depuis un siècle et demi, ça ne se fait plus, mais ça s'est fait. Les pépiniéristes
Et les botanistes, parce qu'ils les connaissaient, qu'ils ont donné les sources, ont participé. On a tous participé à l'érosion génétique. Maintenant, les listes rouges, encore une fois, suivant les régions, ne sont pas les mêmes. Une plante qui n'aurait pas beaucoup d'intérêt emblématique et qui serait très courante, on va dire, c'est une cochonnerie. Donc, c'est ce qu'on appelle... alors, une cochonnerie, c'est une plante invasive. On parle beaucoup de plantes invasives. Donc, on fait des listes noires maintenant. Alors, quand je dis maintenant, ça fait quasiment un siècle. Les Américains ont peut-être été les premiers à faire. Et surtout dans les îles, on fait les Néo-Zélandais, évidemment. C'était des plantes qui prenaient un peu la place des plantes alors, qui prenaient la place, tout à fait. fait. L'endémisme était mis à mal. Alors, plus l'endémisme est fort, plus évidemment on veut le protéger, parce que au niveau des scientifiques, en tout cas, c'est intéressant. Les scientifiques de ces régions-là ont donné le ton. Quelque part maintenant, habitant tous sur la même planète, est-ce que c'est durable aussi de dire on ne veut pas ça et ça? Néo-Zélandais, Australiens, l'ancien Gondwana, Africains du Sud, alors tout ça c'est effectivement une flore qui est spécifique, mais qui est déjà entre l'Afrique du Sud et l'Australie, il y a un grand monde. Mais est-ce qu'on n'est pas tous sur la même planète? Et est-ce que tout ça n'est pas un petit peu lié à quelque chose d'éphémère ou un peu sans idée, sachant les problèmes qu'on a maintenant de réchauffement, de vie, de survie? Voilà, si je me pose la question, effectivement, les listes rouges, listes noires, ça ressemble un peu à des partis politiques quand même. C'est jamais que de l'immigration finalement. Est-ce qu'il faut fermer les frontières? Est-ce qu'il faut laisser la planète à tout le monde pour garder le potentiel à tout le monde? C'est ce dont on parle finalement. C'est toujours un peu ça. Oui, c'est intéressant de voir le parallèle avec le côté humain, parce qu'on a ou des migrations animales, parce que effectivement, si on pense à des migrations végétales dans cet ordre-là, on voit les choses un petit peu différemment. Ton idée, c'est de dire, on a voulu faire du local, garder des plantes endémiques pour garder une certaine biodiversité, pour garder un certain patrimoine végétal qui irait peut-être avec aussi un patrimoine avec la terre qui est autour, avec les animaux qui vivent autour, donc garder un certain écosystème, et puis peut-être que finalement, à l'aune notamment du réchauffement climatique, ça tient plus. C'est un peu ça l'idée. Le certain, il faudrait déjà le qualifier ou le quantifier, ce qui est compliqué parce que justement le mot certain, qui est un bizarre mot parce qu'il veut dire à peu près l'inverse de ce que ça veut dire. Mais c'est effectivement, on est dans un monde incertain, donc certifier, ça c'est une plante de chez nous, ça le dépasse, c'est la limite du ridicule. Je pense qu'on en fera avant 10 ans. Je peux donner quelques exemples en fait, de plantes qu'on croit complètement de chez nous qui ne le sont pas du tout. Oui, complètement d'ailleurs. Tout ce qu'on appelle les plantes méditerranéennes, qu'on voit sur la Côte d'Azur, sont des plantes qui ont été amenées par les Anglais pour leur jardin anglais, pour leur plaisir anglais. Les Anglais ont inventé le football, l'alpinisme, la Côte d'Azur, sont des grands clients à vin, donc c'est des gens fantastiques. Mais quelque part, la Côte d'Azur, c'est une affaire de plantes. Alors les palmiers, il y en a un qui serait indigène, mais qui ne l'est plus puisqu'il a disparu. Mais tous ces bougainvilliers, lauriers roses ne sont pas du tout là. Ils sont d'origine subtropicale. Comme quoi, le réchauffement climatique, c'est pas nouveau. Et les plantes méditerranéennes en vrai, les gens ne les connaissent pas sur la Méditerranée. C'est des petites plantes souvent qui sont liées au maquis, la garrigue, à des milieux qui c'est absolument pas spectaculaire. Alors on connaît un peu les cistes, on connaît un peu la lavande, le romarin. Mais dans mon bouquin, je parle beaucoup de plantes méditerranéennes que les Méditerranéens ne connaissent pas. Et on a une île qui est formidable pour ça, c'est que on parle d'endémisme. Mais si on n'avait pas les Corses, on aurait un taux d'endémisme qui serait voisin à peu près d'un pour 10 000 plantes. Avec les Corses, on a déjà 30 ou 40 endémiques. C'est à peu près 30 fois l'équivalent de tout ce qu'on a sur le continent pratiquement. Donc la Corse est un bel exemple d'endémisme, de taux d'endémisme important. Alors pour l'animal, je ne sais pas, mais il y a un petit peu. Mais pour le végétal, il y a des choses qu'on ne trouve qu'en Corse ou un peu quelquefois en Sardaigne, mais voilà. Donc c'est un milieu magnifique. Ce que tu dis là me rappelle une discussion qu'on avait eue en montant au Cré du Midi. On avait observé ce jour-là qu'un endroit qu'on connaissait bien, qui était fort joli, où il y avait, il me semble, des plantes que tu avais qualifiées d'endémiques. Tout avait été rasé pour faire un tire-fesse qui montait jusqu'au Cré du Midi. Est-ce qu'on était là face à des plantes endémiques qui ont disparu avec l'installation des télésièges jusqu'en haut de la montagne, ou est-ce que c'était autre chose ? Je pense que c'est effectivement un petit peu erroné dans le sens où on a un vocabulaire qui nous a envahi les oreilles, un peu le cerveau. Sur la Haute-Savoie, il y a quelques endémiques, mais assez peu. Par contre, c'est des plantes adaptées localement. Donc, c'est pas le niveau de l'endémisme, mais c'est évidemment très intéressant. Une plante qui est là depuis très longtemps, comment
comment dire, moi je fais une piste de ski, je vais semer un autre mélange, je vais faire un alpage, je vais pas du tout y mettre les plantes qui sont avec les vaches depuis des siècles, mais je vais mettre un beau gazon, et puis là je vais mettre des beaux géraniums comme il y a en Alsace. Et effectivement, au-delà du côté humoristique, c'est effectivement quelque chose qui est problématique, parce que si on multiplie chaque cas de ces gens qui font des pistes de ski, chaque collectivité, on se trouve avec de moins en moins de choses qui sont faites avec des plantes et des milieux adaptés, encore une fois liés à la forêt, aux bûcherons, aux vaches. Et de plus en plus, on laisse une espèce... La majorité des choses deviennent pas naturelles et plus adaptées. C'est plutôt l'endémisme, et n'est pas forcément d'ailleurs quelque chose qui adapte, parce que quand des endémiques sont devenues très rares, c'est qu'elles sont inadaptées. Elles sont devenues rares. Alors effectivement, on a pu les arracher, mais en général, elles ne sont plus adaptées parce qu'elles ont une concurrence qui est faite par celles qu'on n'aime pas, des invasives, ou simplement par les autochtones. On a un réchauffement climatique qui fait que la forêt remonte. On a une forêt qui gagne en France, et c'est plutôt une bonne chose par rapport au puits à carbone, donc ça, alléluia. Mais effectivement, pour les pistes de ski, les responsables des collectivités, le ski s'arrête. Déjà, il n'y a plus de neige, il y a des sapins. Donc, tous ces problèmes sont imbriqués pratiquement, et à chaque fois, on peut se poser la question à qui ça fait de la peine ou du tort, et à qui ça sourit. Et effectivement, moi, je ne suis pas plus pour... celui qui fait du ski que celui qui fait des vaches ou celui qui randonne à pied. Encore que j'ai quand même une petite préférence quand même, mais moi j'aime faire du ski, j'aime aller à pied, pas avoir des pistes de ski, et j'aime aussi manger du lait, voilà, donc je pourrais ne pas consommer de lait ou de viande du tout. Donc je pense que tous les plaisirs sont là, et la diversité c'est ça, c'est de garder tout. C'est quand une chose fait qu'elle exclut complètement de la planète ou d'un endroit quelque chose qui n'existait pas, c'est dommage. Quand on ne peut pas faire autrement, on le fait, mais si on peut faire autrement, voilà. Je n'ai aucune recette, si ce n'est à chaque fois de s'ouvrir, quand on se promène dans un jardin ou dans la nature, de s'ouvrir à tout ce qui peut le façonner, et de rester toujours curieux, aussi bien sur la machine, sur l'homme, sur l'animal, le végétal. Celui qui gagne de l'argent, celui qui en gagne moins, il faut être curieux de tout, je pense aussi. Est-ce que ça veut dire qu'une plante qui est adaptée, qui est là depuis longtemps, qui est adaptée au terrain, qui est adaptée au climat, elle va permettre que se développe autour d'elle un tas d'activités qui sont là depuis longtemps, donc tout est assez simple. Alors que si on veut mettre en place, parce qu'on estime qu'il faut, ou pour plein d'autres raisons, d'autres types de plantes, on va devoir utiliser les produits phytosanitaires, et puis tout va être beaucoup moins simple. Alors, le phytosanitaire est encore autre chose. Le phytosanitaire, pour la plante alpine, au-delà de 1 mètre, on peut le qualifier de zéro. Je connais très peu d'alpagistes qui vont mettre du glyphosate, quoique, pour mettre, parce qu'ils ont beaucoup d'orties à l'entrée, mais ils n'en mettront tellement peu que c'est autant dire que c'est peanut. Par contre, les façons qu'on a eu de maîtriser le territoire font qu'on peut le contester. Encore une fois, on a eu dans les montagnes méditerranéennes, et surtout dans le sud et dans l'est, mais un peu partout. Mais peut-être, on a eu évidemment une prolifération d'élevage de moutons plutôt de chèvres ensuite, et qui fait que effectivement la végétation a dû s'adapter à quasiment rien, alors qu'on avait des forêts méditerranéennes quasiment partout. Alors maintenant, qu'est-ce qui est dû aux chèvres ? Qu'est-ce qui est dû au réchauffement climatique ? Est-ce que les chèvres, effectivement, on les met parce qu'on est obligé de toute façon de faire quelque chose dans ces régions ? C'est toujours très compliqué. Les gens, les arrières et grands-pères ne sont pas toujours là pour le raconter. Et c'est pour ça d'ailleurs que les scientifiques doivent travailler. C'est pas tant. C'est pour marquer un petit peu, pour savoir comment ça évolue. Effectivement, plutôt que de dire on bloque les statuts des plantes dans un océan endémique, on doit la protéger à tout prix. Bien sûr qu'on doit la protéger et de faire qu'elle ne soit pas arrachée. Mais quant à mettre effectivement, à dire voilà, on ne veut pas de ces plantes qui viennent du sud, et on veut que celles qu'on a, nous, les plus belles, on les garde, c'est à la limite du caprice. Et la nature n'est pas faite de caprice du tout. Chez les botanistes, on a des intégristes, évidemment, qui souhaiteraient que dans notre assiette, il n'y ait rien d'autre que ce que... Alors, quoi, les Gaulois, les Celtes, avant qu'elles, on a quand même vécu 2 glaciations, quand je dis nous, les humains qui étions capables. Donc, avant la première, déjà, il y avait beaucoup de choses qu'il y avait plus. Et donc, tout ça est un petit peu... Jusqu'où on remonte pour dire, voilà, encore une fois, moi je connais peu de choses, mais je reste curieux sur tous ces aspects-là, et l'idée, le principe, c'est de pouvoir bénéficier de tout, et éventuellement de faire bénéficier de tout à nos enfants. À nos petits-enfants, c'est compliqué. Même si on le voulait, on ne sait rien de ce qu'ils vont avoir en termes de bénéfices et de maléfices, en tout cas de problèmes, quoi.
Quand tu parles des géraniums qui viennent d'Alsace, c'est vrai qu'on a tous l'image d'Épinal, c'est à Quai de Savoie d'ailleurs. Alors c'est la même région, effectivement. Du chalet savoyard avec tous ces géraniums autour, finalement, en fait, on s'aperçoit que quelles que soient les cultures, j'avais vu le cas avec les robes kabyles, qu'on dit tellement kabyles, puis en fait, ces robes kabyles, elles ont existé parce que des religieuses ont montré à des femmes des galons. Oui, c'est pas très vieux. Tout est fruit de tissage, de métissage, que ce soit la culture, les vêtements. Mais tu nous dis finalement, les plantes aussi, c'est du métissage. À un moment donné, on a trouvé joli de mettre quelque chose là, puis c'est devenu local, alors qu'en fait, c'était pas du tout local. Oui. Alors, quand je parle des listes rouges, listes noires et des migrations, alors d'humains ou pas, du sud vers le nord, on aura peut-être à remigrer du nord vers le sud. Pour l'instant, effectivement, on migre vers le nord. On se trouve toujours avec quelque chose où nos comportements d'humains, personnellement et en groupe, ne sont jamais que des comportements d'animaux. Il ne faut jamais perdre de vue que on est des animaux, même si le scientifique dit voilà, on doit faire ça parce qu'on va perdre quelque chose. C'est quelque part, mais et derrière, je vais demander un décret, c'est-à-dire que le législatif s'empare de ça pour faire des listes. Oui, moi je suis assez pour, mais je suis aussi contre parce que c'est un petit peu ridicule en fonction de quoi. Donc il faudrait que ces listes soient revues tous les ans. Or, on a des listes qui font que certaines plantes n'existent plus du tout, ou d'autres qu'on pensait rares, en fait, ont rebondi, sont revenus. Et je pense au géranium. Le géranium, alors Gaël, tu ne le sais peut-être pas, mais le géranium, c'est d'Afrique du Sud. Tous les géraniums viennent d'Afrique du Sud. Donc c'est quelque chose qui est très récent. L'Afrique du Sud, on connaît alors depuis 500 ans à peu près. Ça fait 300 ans qu'on remplit nos jardinières, ou peut-être pas d'ailleurs, les jardinières ne devaient pas exister, mais depuis 150 ans, la flore d'Afrique du Sud est quelque chose de magnifique parce qu'elle est bloquée par tous ces déserts et l'Afrique équatoriale qui fait là, il y a un taux d'endémisme très important. Et c'est plutôt là-dessus qu'on pourrait imaginer des paradis qui ne seront peut-être pas perdus si on les protège. Qu'on protège l'Afrique du Sud, et les Africains du Sud le font beaucoup maintenant. Ils ont un taux d'endémisme qui est important. Effectivement, on ne peut pas se comporter en Afrique du Sud comme on se comporte dans la Beauce ou la Brie, où il n'y a rien. Voilà, on peut cultiver beaucoup de choses. Maintenant, ça veut dire qu'il y aura des endroits qui vont être des sanctuaires, les îles, la plupart des massifs alpins, et d'autres endroits qui seront des endroits où on va produire, et je pense à l'Antarctique ou les zones de l'hémisphère nord, où on va pouvoir faire ce qu'on veut, aller chercher du pétrole. Est-ce que c'est ça qui est bon? Je ne suis pas sûr non plus, mais on va zoner peut-être nos régions. Donc c'est des grands jardins. Gilles Clément, qui a préfacé mon bouquin, il parle du jardin planétaire. La planète est un jardin avec des morceaux, et on peut le voir aussi comme ça. Et donc du coup, ça veut dire quoi? C'est effectivement mondialement qu'on doit s'occuper, ou en tout cas sur les grandes régions, qu'on doit s'occuper de la biodiversité, et pas sur chacun dans son jardin ou dans son pays. Voilà, c'est complètement illusoire. Au niveau animal, il y a une chute massive, effrayante de la biodiversité. Au niveau végétal, ça donne quoi? Est-ce qu'on a les mêmes tendances? Je ne suis pas sûr que ce soit effrayant. On qualifie encore effrayé, c'est pas ça. D'ailleurs, ça n'effraie personne, puisque personne ne court dans la rue dans tous les sens. Et je pense que c'est pas effrayant. Il y a pas mal de choses qu'on revoit un peu plus, parce qu'on observe plus, parce qu'on va chercher. Il y a d'ailleurs des insectes qu'on ne connaissait pas et qu'on va connaître ou qui vont disparaître. La diversité, elle se fera en fonction, même l'humain en fait partie. Je veux dire, la nature n'a pas d'envie, il n'y a pas de vide. Ça se bouche avec des choses. Donc effectivement, on va peut-être perdre des choses, mais forcément, il y aura des choses nouvelles. Maintenant, l'autre discours, c'est de dire, est-ce que l'humain peut se permettre de dire on va faire tout ce qui nous intéresse avec des hybridations, des manipulations génétiques? Les manipulations, on les fait depuis des siècles et des siècles, mais on peut le faire maintenant. Et voilà, est-ce que c'est souhaitable? Ça veut dire que certains vont penser pour nous, en dire on va faire ça dans tel climat, telle région, et on va adapter. On est en train d'adapter, on va avoir moins de maïs, je l'espère en tout cas, plus de sorgho. Maintenant, les sorghos, on va les rendre plus intéressantes pour notre façon de cultiver, nos façons de manger, nos façons de boire. Et donc, les humains ont toujours un peu adapté. Et la diversité qu'on est en train de découvrir, c'est celle de la terre, du sol, de toute la microfaune et microflore, et micro entre les deux, parce qu'il y a pas mal de choses. Et c'est quand même là-dessus que se joue. Peut-être là, c'est sur le sol, le haut est intéressant, spectaculaire et beau, et on le voit, mais le bas, c'est là qu'on va avoir un souci. Donc, dans tout ce qu'on va faire à force de grignoter la terre, pour mettre des produits, pour faire des usines, pour aller chercher du pétrole, pour faire des pistes de ski, quand on en arrive à grignoter
grignoter la terre, c'est encore pire. Là où j'ai peur, c'est effectivement de dire on va ouvrir finalement des mines effectivement dans l'Antarctique, faire des choses, aller chercher pour consommer du charbon, du pétrole. Chez nous, on aura des endroits sanctuarisés. Encore une fois, c'est la planète c'est la dimension de la planète qui est intéressante. Il faut qu'on arrive à faire quelque chose et là, on n'y est pas. Il y a effectivement ce qui se joue au niveau de la planète, ce sur quoi on n'a que très indirectement la main. Et puis, il y a ce qu'on peut vivre chacun au niveau de son jardin, de la nature à laquelle on appartient. Si on réduit en fait maintenant notre focale à ce microcosme, quelles sont les bonnes attitudes, à ton avis, qu'on peut avoir pour se réjouir et que tout aille pour le mieux? Qu'est-ce que tu recommandes? On a tous intérêt à s'entendre bien. Maintenant, les intérêts sont différents suivant ce dont on a manqué, soit une génération avant, soit dans sa jeunesse. Donc, on cherche toujours ce qu'on n'a pas ou ce qu'on n'a pas eu. Donc, moi, je reprendrai un peu mon terme, je me dis jardinier botaniste, on ne peut pas être jardinier juste en consommant des plantes ou en achetant des systèmes d'arrosage ou une tondeuse automatique chez Jardiland. Donc, il faut évidemment qu'on sorte du côté consommation et essayer de peut-être lire un peu plus, voir un peu plus, mais de se mettre devant ces plantes, devant ces animaux. Alors, les plantes, c'est plus facile, elles ne bougent pas beaucoup, et de leur mettre un nom, c'est pas très compliqué. Et si on parle d'écologie, on croise quelquefois des jeunes diplômés, des Bac plus 3, Bac plus 5, qui ont des masters et qui ne connaissent pas le plantain, le pissenlit ou ont du mal à dire dans quel milieu ça pousse. La jardinière, ma grand-mère, le savait. Elle donnait son nom, mais elle savait ça poussait avec ça peut faire. C'est reprendre contact. Alors, évidemment qu'avec 9 dixièmes de gens qui vivent en ville et qui n'ont pas forcément de jardin, c'est compliqué. Mais c'est alors peut-être d'enseigner la botanique d'une façon plus simple. Mais dans le jardin, c'est de mettre son nez dessus. À partir du moment où on va être curieux, on va nommer. À partir du moment où on va nommer, on va aimer. Et puis voilà. Donc, c'est pas, je ne vais pas dire un geste d'amour, mais à partir du moment où on est concerné, on doit pouvoir identifier quelqu'un, on identifie ses enfants, on leur donne des noms, on sait leur histoire. Ça doit être pareil avec les plantes. Moi, je suis jardinier, ma formation est de faire des beaux jardins, mais le côté esthétique, il m'intéresse de moins en moins. On peut très bien se dire, je n'ai pas besoin de mettre un nom dessus, je l'aime. Merveilleux, mais je trouve que c'est mieux quand on peut mettre un nom sur ses enfants ou sur ses cousins ou ses voisins, quoi. Voilà. Je me souviens quand on a acheté cette maison, qui est une ancienne ferme au nord-est de la Seine-et-Marne. Il y avait un joli jardin avec des plantes d'ailleurs qu'on ne voit pas beaucoup dans les autres jardins, mais qui sont un peu des plantes de jardin de grand-mère. Et puis d'autres plantes qui venaient des Anglais qui étaient là avant et qui l'avaient très très bien entretenues. Tu m'avais dit, change rien, observe pendant les saisons, note. Et c'est ce que j'avais fait, j'avais commencé à faire des dessins. Et puis, il était magique ce jardin parce que chaque semaine, il y avait des choses nouvelles, des plantes nouvelles qui apparaissaient. C'était toujours mystérieux et bienvenu, des bonnes surprises. Et je dois dire qu'à force d'observer, j'ai ressenti de plus en plus profondément, une grande joie, un attachement en même temps à ces plantes, à ce jardin, à cet espace, à ces arbres. Et ça me fait penser d'ailleurs à Dalibor K, avec qui on a enregistré les épisodes 12 et 13 sur l'écoparentalité, qui me disait la quantité, c'est la qualité. Et je pense qu'elle a raison, c'est la quantité de temps qu'on passe avec les gens, avec les éléments, avec les êtres vivants qui font qu'on développe une relation, on apprend à se connaître, on est en connexion, on est en lien profond et puis on est attachés les uns les autres d'une manière qui est belle et douce. Il y a quelque chose d'assez merveilleux, en fait, dans ce regard-là. Un sentiment qui est fondé. C'est le problème de nos discours. On a des choses qui ne sont pas fondées. Déjà, on a un problème avec le vocabulaire, souvent, encore une fois, sur un tas de choses, et c'est un vrai problème. Mais c'est fondé, ton jardin. Alors, ce n'est pas mon jardin, c'est le jardin. Il y a un tas de choses qui se ressèment. Et là, mon expérience actuellement avec mon dernier bouquin sur les plantes indigènes, c'est de laisser apparaître toutes celles que je n'ai pas. Tiens, elle est arrivée toute seule et je ne sais pas comment elle est arrivée. Et pour moi, c'est un vrai cadeau parce que je sais l'identifier. Quelqu'un d'autre aurait pu dire, tiens, elle est jolie, je la garde. C'est déjà très bien. Mais quand on sait l'histoire, on sait d'où elle vient, on comprend plein de choses. Et effectivement, ce côté fondé du jardinier ou de celui
et qui en tout cas jardine. On n'est pas obligé d'être propriétaire de son jardin. La terre appartient à celui qui l'exploite. Enfin, c'est ce qu'on a souvent dit. Et donc, tout le monde devrait pouvoir jardiner. Alors, c'est pas doit jardiner, c'est pas de mettre tout le monde à la campagne, hein, mais on ne peut parler, à mon avis, d'écologie que si on connaît un peu le monde des plantes, et de biodiversité si on est un peu dans son jardin. Si ce n'est qu'une démarche intellectuelle, elle est rarement fondée. Et je pense que notre monde manque de fondation, parce qu'encore une fois, on n'a pas tous les moyens techniques, économiques d'être les pieds dans le jardin ou d'être dans la nature. Moi, je suis un rural complet, je suis même un petit peu, j'aime être loin de tout et être au milieu des plantes. Donc voilà, ce côté fondé. Alors, je parlais d'enseignement botanique, ça suffit pas, si ce n'est pas des parents. Au niveau de l'enseignement du début, on devrait enseigner, ou en tout cas partager plus ces émotions de jardin dans la nature. Les animaux, le dauphin, la baleine, le panda, alors les dinosaures aussi, hein, d'ailleurs, pour les enfants, mais les dinosaures, on n'en trouvera plus beaucoup, mais sont des animaux emblématiques. On devrait sortir un peu de ces schémas aussi, de donner aux enfants des choses qui sont un petit peu plus transversales, un peu plus larges sur, alors il y a le pâquerette, les roses, d'aller un petit peu plus loin. Bon, là, je suis carrément dans mon monde, donc je rêve un peu. Mais je pense que c'est de fonder un peu sur ces principes, sur des choses qu'on vit soi-même, et après on les élargit, plutôt que d'avoir des principes qui sont simplement des principes qu'on a compilés un peu partout, quoi. Le philosophe le disait, hein, il faut cultiver son jardin quand même. Le jardin, c'est aussi une forme d'autonomie possible, hein, avec ce qu'on fait pousser. Et puis, en fait, quand on plante une graine qui devient un arbre fruitier, qui fait des milliers de pommes, en fait, il n'y a pas beaucoup de produits financiers qui aient une telle profitabilité. Donc, c'est assez énorme. Donc, on peut se nourrir en partie avec son jardin. Et puis, on voit aussi l'impact de ce qu'on fait, de ce qui se passe, parce qu'il y a des choses qu'on ne fait pas et qui se produisent. C'est assez agréable, et donc il y a un certain chemin possible, peut-être par le jardin, en lien avec ses voisins, etc., vers l'autonomie. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire dessus? Qui nous nourrit, évidemment, ne peut pas venir que du jardin, donc on a besoin des uns des autres, donc c'est une première leçon. Donc l'autonomie complète n'est pas possible, même si dans notre nouvelle maison, on a notre eau, notre assainissement, on va avoir notre photovoltaïque, il y a un peu du miel pas très loin, enfin on a d'autonomie, mais c'est du domaine un peu du caprice, d'une spéculation. On a besoin des uns des autres, et c'est là-dessus qu'on ne pourra que progresser. C'est autour de chez soi, sans faire du mondial, du global, et puis un peu élargir à chaque fois. Je pense à chaque fois, c'est de repartir du bas ou d'autour de chez soi. Quand on intervient, on arrive à avoir plus de fruits qu'en laissant faire la nature. On laisse faire la flore ici, c'est des arbres. Et il n'y a plus de nature avec des prés, des choses comme ça. C'est des arbres avec quelques animaux de la forêt, mais c'est 15 arbres à peu près à l'hectare d'espèces, c'est la diversité qui s'érode, qui disparaît. Donc l'humain a favorisé, et l'humain favorise des choses. Donc c'est toujours un peu ça, c'est toujours entre ces deux pôles où on n'intervient pas du tout et pourquoi pas, et on intervient trop et ça va pas. Donc c'est à chacun de faire sa leçon. Donc s'il y a autonomie, c'est une autonomie à chacun la sienne et à chacun de voir, mais toujours en pensant un peu autour de chez soi, plutôt qu'en pensant peut-être à l'Amazonie, c'est de penser à celui qui est à côté et de lui dire je vais lui donner des graines, je vais lui donner un conseil. C'est de redémarrer là, comme ça c'est toujours fait depuis des milliers d'années, alors que maintenant on a tendance à partir du haut vers le bas, et évidemment on le voit dans tous les sens, ça ne marche pas. Alors on va élargir maintenant. Le jardin, c'est un lieu de balade, et puis il y a la montagne qui est un immense et grand jardin. Alors toi qui aimes beaucoup la montagne, tu as fait un grand tour de Savoie avec ton épouse Edith, et puis tu en as sorti un livre qui est une sorte de topo-guide qui explicite les plantes que vous avez rencontrées. Qu'est-ce que tu as gardé de cette belle expérience? C'est une bonne question, parce qu'effectivement, à force d'écrire ce bouquin, c'était faire un tour à pied les jardins botaniques alpins des Alpes. C'est ce qu'on a fait. Donc de partir de Samoins, pour ceux qui savent, c'est dans le Chablais, Faucigny, le Petit Saint-Bernard, le col du Mont-Cenis, donc qui est là au-dessus de Suse, entre la France et l'Italie, et de finir au Lautaret. Donc c'était déjà un beau périple.
Et je pensais faire quelque chose de très alpin, très sur la conservation. C'est un projet de bouquin qui arrivera après. Et puis de ça, en regardant la Savoie, je me suis dit, tiens, mais on va faire plutôt un tour de la Savoie. Il y a moyen de ne pas descendre en dessous de 2000 mètres, donc d'être au-delà de ce que les humains font, à part quelques pistes de ski, et de rester à l'étage alpin, c'est-à-dire à l'étage de la flore alpine, à l'étage où il n'y a pas de produits phytosanitaires, où il n'y a pas de maïs, d'ensileuses, de tracteurs. Il y a peut-être quelques vaches qui sont nourries ou qui sont traites parce qu'il y a des tracteurs qui viennent, mais enfin, c'est très peu de choses. Et donc, on a fait ça. Et à la fin du compte, ce qui me reste, c'est effectivement cette flore que je connaissais, qui, moi, me semble pas plus en perdition qu'il y a 30 ans, plutôt mieux. En tout cas, on a redressé, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place au niveau des locaux, au niveau des touristes, au niveau des paysans. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place qui marchent assez bien. Et maintenant, ce qui me reste, c'est quand même ces gens qui tiennent les refuges, ces humains qui vivent là-haut, qui vivent... comment dire, de pas grand-chose. Ils ont soit des chèvres, soit des moutons, soit des vaches, suivant qu'on est dans le Beaufortin, dans la Maurienne, et ça, c'est intéressant. La Savoie est fait de plein de petits pays, donc ça m'a intéressé, moi, qui suis du Grand Est européen. On peut à chaque fois diviser des petites régions où tout marche bien. Et donc, ces humains, et ce rapport qu'il y a effectivement entre le climat qui change, peut-être, le sol, donc l'hygrométrie, le pluie, le soleil, le l'UBAC, enfin tous les versants un petit peu de la montagne, ce qui s'y passe en hiver et qui évidemment, moi, même si j'aime le ski, sont quand même beaucoup plus, comment dire, prégnantes en France qu'en Italie. On a été pas mal en Italie, on se trouve dans un pays qui me semble, moi, mieux protégé qu'en France. Mais c'est encore une fois l'humain. Encore une fois, les pistes, je ne les critique pas, ça fait vivre beaucoup de gens. Mais effectivement, on pourrait faire mieux, et c'est le travail du paysagiste d'ailleurs, d'aider ces gens, les paysagistes pourraient travailler plus, et on pourrait faire beaucoup plus de choses sur ces pistes de ski. Donc c'est cet humain, avec les vaches, avec les chevaux, avec ces gens qui nous hébergent quelquefois dans des conditions un peu russes, quelquefois mieux. C'est toute cette diversité qu'on a. C'est ce que je tire, moi, de ces 25 étapes. C'est que les 25 étapes ont été des étapes merveilleuses. On aurait changé de pays, on n'aurait pas trouvé mieux. On n'a pas pris l'avion. On est revenu, on a fait un tour complet. Donc, on aurait pu aller en train, pratiquement. Donc, on peut vivre des endroits merveilleux. Alors, physiquement, ça a été exigeant. Plus, on a fait quelques sommets. On était un peu en mode alpin. Mais c'est de dire que sur la Savoie, donc en France, on peut vivre des moments merveilleux comme il y a pratiquement un siècle ou un siècle et demi avant que l'alpinisme existe ou la randonnée. Et il suffit de sortir un peu des sentiers battus, des moments où il fait beau, donc il faut être capable d'affronter la pluie, et on est très bien équipé maintenant. Donc voilà, c'est un peu ce côté aventure en Savoie, tout en pensant qu'on n'est pas allé au Ladakh, ni au Sikkim, ni en Patagonie, et qu'on n'a pas eu à prendre l'avion et qu'on a fait un tour. Donc c'est un peu, mon bouquin, c'est ça, c'est ce topo guide. Chaque jour a eu son lot d'un peu d'expériences positives ou négatives, et on a fait une étape à chaque fois. Donc on partage la randonnée et on partage le côté sportif et le côté botanique en y mettant ce truc. Donc c'est encore une fois ce melting pot de sensations de partage avec tout. Mais c'est pour moi les humains qui me semblent intéressants. La flore était intéressante, évidemment, on a fait les photos de toutes les bestioles qu'il pouvait y avoir, mais c'est quand même ces gens qui sont encore là et qui pour rien ne pourraient ne plus l'être. Et ça serait très différent s'il n'y avait plus du tout de ces humains en montagne, au-dessus de 1500 mètres. Ce n'est pas souhaitable. Donc il faut que l'homme aussi soit là-haut et fasse ces choses. Après, de mieux en mieux par rapport à, encore une fois, au potentiel, à la diversité. Mais c'est un peu eux que je garde en mémoire, plus que forcément les plantes très rares ou ces choses-là. Voilà. Est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a marqué, dont tu aurais envie de nous parler ? C'est une question, en tant qu'amoureux de la diversité, l'emblématique me pose toujours un problème, mais ça serait plutôt des non-rencontres. C'est le fait de n'avoir rencontré personne pendant 2 jours, qu'on était quand même en plein été. Et c'était plutôt en Italie avec des gens qui ne parlaient aucune langue. J'ai l'impression qu'ils ne parlaient pas l'italien tellement j'ai été ignorant de leur langue. Mais c'est des choses comme ça. C'est plutôt effectivement un peu l'étranger. Je suis assez d'accord qu'elle est dans des pays étrangers où la langue étrangère est toujours intéressant parce qu'effectivement on y découvre, on est obligé de se tenir à quelque chose de plus simple au niveau communication. Mais donc ça serait peut-être ces alpagistes là qui se levaient à 5 heures et qui se couchaient à 22 heures.
Enfin bref, des gros travailleurs, quoi. Voilà, donc ça m'émeut encore. Tous ces gens sont intéressants. Après, le plaisir de monter, d'escalader, c'est quelque chose qui m'allait beaucoup et quand j'avais 30 ans, est devenu vraiment autre chose pour découvrir, effectivement, au travers de la flore qui a été ma porte d'accès. Enfin, la porte d'accès, c'était aussi peut-être un peu le ski à la montagne, mais après, c'est de venir, c'est à travers ces gens qu'on rencontre en montagne qui sont quelquefois d'autres randonneurs qu'on peut croiser, qu'on conseille, qui nous aident, qui nous donnent à manger alors qu'on n'a plus rien, enfin des choses un peu bibliques presque. On arrive à la fin de cet épisode. Autre chose que tu aimerais dire ou peut-être une recommandation que tu aimerais partager ? C'est évidemment d'aller dans votre jardin. Si vous n'en avez pas, de demander aux gens ce qui se passe dans leur jardin, d'essayer de jardiner. Plus que la connaissance effectivement de la botanique et de l'écologie ou de grandes théories, encore une fois, c'est de la pratique. Le jardin est un espace de liberté qui ne va peut-être pas durer, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut faire dans un jardin, quoi. Donc voilà, tout est dit. Si vous voulez en savoir plus, contactez Dominique, lire ses livres. Vous trouverez, comme d'habitude, toutes les informations en bas de la description de cet épisode. Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt.